Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées dans notre pays, autorités administratives, militaires, religieuses et traditionnelles. Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, à qui nous devons une reconnaissance éternelle pour les bénédictions, la paix et la protection qu'il accorde continuellement à la nation congolaise. Je voudrais particulièrement exprimer ma gratitude et ma reconnaissance, ainsi que celle de tous les membres du gouvernement, au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Faure et son gouvernement Mercédé, pour la confiance qu'il a plu de placer en nous. Je lui rends un hommage appuyé pour son leadership engagé, sa politique de paix, de développement inclusif et d'ouverture sur le monde. Nous sommes très honorés de travailler sous sa haute direction et nous engageons à continuer à servir avec humilité, détermination, discipline et résultat. Je salue le peuple congolais qui, en dépit du contexte socio-économique difficile, fait preuve d'une grande capacité de résilience. Je voudrais remercier vivement nos concitoyens pour leur engagement et leur mobilisation qui se sont traduits par leur large participation au double scrutin législatif et régional du 29 avril 2024. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, j'exprime notre fierté d'avoir une représentation nationale qui reflète notre société et notre démocratie pluraliste. Votre auguste assemblée, inaugurée depuis le 21 mai 2024, la première législature de la 5e République. L'exercice républicain sur la de ce jour nous offre l'opportunité de vous adresser à vous-même ainsi qu'aux membres du bureau nos félicitations les plus chaleureuses pour votre brillante élection. Je voudrais vous assurer de ma pleine disponibilité et de celle des membres du gouvernement à collaborer avec vous pour le bien-être de la population. Nous restons à l'écoute et nous conserverons avec vous une dynamique relationnelle constante qui renforcera notre démocratie, le dialogue interinstitutionnel et la bonne gouvernance. Honorables députés, mesdames et messieurs, notre pays vient de franchir un pas supplémentaire vers l'enracinement de la démocratie du pluralisme. Le double scrutin législatif et régional du 29 avril 2024 est le résultat d'un processus inclusif qui a permis la participation de toutes les sensibilités politiques de notre pays. La sérénité, la paix et le cadre qui ont caractérisé ces élections et le passage à la 5e République démontrent à suffisance la maturité du peuple togolais. Le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire est caractérisé par son ouverture, sa diversité et son inclusivité. Une nouvelle illustration de la volonté du président de la République
de dépasser des clivages partisans et de toujours bâtir un consensus national autour des objectifs du développement du Togo. C'est un gouvernement de transition dont la mission essentielle est de baliser la voie vers la mise en place des institutions de la Ve République, tout en poursuivant la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. La présente déclaration de politique générale est donc structurée autour de 2 séquences. La mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale et ses impacts clés sera un état des lieux. Je vous aurai le plaisir de partager avec vous la prise en compte et la structuration des aspirations et des attentes renouvelées de nos concitoyens. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, adopté en octobre 2020 dans le cadre du nouveau mandat présidentiel accordé à son Excellence Monsieur le Président de la République, la feuille de route 2025 a été construite autour de la vision d'un Togo en paix, une nation moderne, avec une croissance économique inclusive et durable, et est structurée autour de 3 axes stratégiques qui sont d'abord renforcer l'harmonie et l'inclusion sociale et consolider la paix, dynamiser la création d'emplois en nous appuyant sur les forces de notre économie, et enfin moderniser le Togo et renforcer ses structures. Le contexte de mise en œuvre de la feuille de route a été particulièrement difficile, avec une superposition de crises inédites. La pandémie de la COVID-19, le dérèglement climatique, le conflit russo-ukrainien. Toutes ces crises induisant des impacts sur la vie socio-économique avec des poussées inflationnistes et la raréfaction des ressources financières. À cela s'ajoute la situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine qui n'épargne pas notre pays. En juin 2024, après 75% du délai d'exécution, des avancées significatives ont été observées. Celles-ci ont été portées par la hausse des investissements publics qui sont passés de 394 milliards de francs CFA en 2020 à 559 milliards de francs CFA en 2024. Malgré les chocs et les incertitudes de l'environnement international et sous-régional, notre économie s'est montrée robuste et résiliente. La croissance économique est passée de 2% en 2020 à 6,4% en 2023, avec une projection de 6,6% en 2024. Des actions dans les buts ont été engagées en vue d'amoindrir l'impact de ces chocs et renforcer la résilience de nos concitoyens. Il s'agit des mesures économiques et sociales d'amélioration du pouvoir d'achat de nos concitoyens face à la cherté de la vie, notamment la subvention sur les engrais, les produits pétroliers, le gaz domestique, des mesures fiscales en faveur du secteur privé, ainsi que la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti, ESMIC. Face à la menace sécuritaire grandissante, nous avons opté pour une réponse holistique alliant prévention, protection, défense et lutte contre les vulnérabilités. Ainsi, les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité ont été renforcées grâce à l'adoption de la loi de programmation militaire. Un programme d'urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés et le PURS, avec un budget prévisionnel de 326 milliards de francs CFA, a été conçu et déployé avec satisfaction au sein de la région de Savane. Et compte tenu de sa pertinence, de la pertinence de ce programme, il est désormais étendu à tout le territoire national. Le maillage du territoire en matière de sécurité et de proximité est également renforcé avec la création d'un commissariat de police et d'une brigade de gendarmerie dans chaque commune. Afin d'assurer une présence judiciaire de proximité au niveau décentralisé, des maisons de justice ont été mises en place dans toutes les régions de notre pays pour favoriser des modes alternatifs de règlement des litiges. Monsieur le Président, honorables députés, durant la période écoulée,
nous nous sommes mobilisés davantage afin d'agir pour encore plus d'inclusion économique et sociale au sein de nos communautés, avec un accent particulier sur le renforcement du capital humain et la protection sociale. Dans le domaine de la santé, l'accessibilité géographique aux soins s'est sensiblement améliorée. Nous avons œuvré à renforcer les infrastructures sanitaires et le plateau technique à travers la construction et la rénovation de près de 200 formations sanitaires, la mise en service de l'hôpital de référence Dr Lafitte, la construction de 11 centres de traitement épidémique. Des investissements d'envergure sont en cours dans des grands centres hospitaliers à Lomé et à Kara, ainsi que 5 hôpitaux mères et enfants et un centre de cancérologie également en cours de construction. Par ailleurs, les effectifs ont été renforcés par le recrutement de plus de 1200 personnels de santé. Le programme d'assurance santé aux élèves, ce School Assure, a permis de couvrir 900 000 élèves. De même, le programme d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né, dénommé OISO, a touché 575 000 femmes. Nous avons en outre déployé des transports immunitaires trimestriels au profit de plus de 225 000 ménages pauvres qui ont permis, entre autres, de couvrir les besoins nutritionnels et de santé de nos enfants. Capitalisant sur l'expérience de l'assurance maladie au profit des agents du secteur public et de leurs ayants droit, l'assurance maladie universelle a été instituée depuis octobre 2021 et s'est étendue au secteur privé formel au 1er janvier 2024. L'assurance maladie universelle est désormais une réalité dans notre pays. En matière d'éducation, le taux d'achèvement au primaire est passé de 87% en 2020 à 94,6% en 2024. Tandis que celui du secondaire est passé de 51,7% à 61,4%, avec une progression pour les filles de 10 points de pourcentage au niveau des 2 cycles. Des actions fortes ont été engagées dans ce secteur pour une éducation de qualité, notamment le recrutement et la formation de 11 303 enseignants fonctionnaires. La formation initiale et continue des enseignants du public et du privé. Aujourd'hui, la proportion d'enseignants volontaires dans le système éducatif a connu une nette diminution, passant de 41,6% en 2022 à 7,9% aujourd'hui. L'instauration de la gratuité des frais d'inscription aux examens scolaires et l'extension de l'exonération des frais de coulage au secondaire. La construction et la réhabilitation de plus de 4 600 salles de classe et la fourniture de repas chauds à 218 000 élèves des élèves primaires et préscolaires publics, des écoles primaires et préscolaires publiques. Par ailleurs, l'offre de formation s'est consolidée par la poursuite de l'opérationnalisation des instituts de formation à maintenance pour le développement des IFAD. D'autres IFAD sont déjà opérationnels dans les métiers de l'aquaculture, de l'élevage, du bâtiment et des énergies renouvelables. Nous avons enfin poursuivi l'amélioration des structures d'accueil de l'enseignement supérieur avec la modernisation de l'université de Lomé, le lancement des travaux de construction des infrastructures de l'université de Kara et la création d'une nouvelle université à Dacha, dans la préfecture de Lomé. Un accent particulier est mis sur les offres de formation dans les domaines scientifiques et sur les filières de formation professionnelle pour les métiers prioritaires de l'économie. L'inclusion sociale, c'est également l'accès à l'eau potable et à l'énergie. Dans le secteur de l'eau, les projets mis en œuvre ont permis de réaliser près de 2000 ouvrages d'adduction d'eau potable et environ 58 000 branchements domestiques subventionnés, faisant passer le taux de dessert au niveau national de 60 à 69% entre 2020 et 2023. Ce qui correspond à plus de 1,3 million de Togolais supplémentaires qui ont eu accès à l'eau potable. Quant au secteur de l'énergie,
Le taux d'électrification est passé de 50% en 2020 à 69% à fin juillet 2023. La capacité installée est passée de 132 MW à 267 MW. Et la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique est passée de 19 à 38%. Aujourd'hui, plus de 270 000 ménages sont raccordés au réseau électrique national depuis 2020. Ceci grâce à la construction de 2 centrales, la centrale solaire à Pémita, la centrale thermique Tekeli, et plus de 4 000 km de lignes haute tension, moyenne tension et basse tension. Notons que d'autres centrales solaires sont en cours d'implémentation, notamment à Sokodé, à Kara et à Dapamou, ce qui va offrir une capacité additionnelle d'environ 137 MW. L'opérationnalisation du fonds TINGA, qui est le fonds pour l'accès universel à l'électricité, ce fonds a permis de supprimer l'obstacle que peut constituer le coût du branchement au réseau électrique pour les ménages vulnérables. Les initiatives ciblées en faveur des groupes les plus vulnérables se sont poursuivies avec la mise en œuvre du programme d'action financière depuis 2020, un volume de 198 000 crédits pour un montant de 18 milliards de francs CFA ont été octroyés. Les dispositifs de volontariat d'appui à l'insertion et au développement de l'embauche ont bénéficié à près de 49 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national. Une charte des très petites et moyennes entreprises de TPME et une agence de développement des TPME ont été mises en place afin de renforcer le dispositif d'accompagnement et d'appui à cette catégorie d'opérateurs économiques. Enfin, nous avons démarré l'important projet d'identification biométrique et de mise en place du registre social des personnes et des images, dont la phase pilote a permis d'enregistrer plus de 55 000 personnes. L'important bond réalisé par le Togo en matière d'égalité genre, le plaçant en première place au plan continental, est le fruit des réformes et des programmes sociaux mis en œuvre par le gouvernement en faveur des couches les plus vulnérables de notre pays, en particulier pour les femmes. Ainsi, grâce aux efforts consentis par tous, nous gagnons progressivement la bataille contre la vulnérabilité et l'extrême pauvreté. L'indice de développement humain, IDH, de notre pays est passé de 0,539 à 0,547, montrant de remarquables progrès et positionnant le Togo pour la 3e fois consécutive, premier dans l'espace de loi. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, l'inclusion sociale est tributaire de notre capacité à créer de la richesse indispensable pour une prospérité partagée. Ainsi, dans l'acte 2 de notre feuille de route, l'accent a été mis sur la modernisation de notre agriculture, la transformation industrielle, le renforcement du positionnement de hub logistique de notre pays. S'agissant du secteur agricole, la mise en œuvre des différents projets a permis notamment entre 2020 et 2023 d'augmenter la production de 15% pour les céréales, de 13% pour les tubercules et de 31% pour les légumineuses, et d'accroître le rendement des principales cultures vivrières. Ces résultats ont été obtenus grâce à l'aménagement et à la mise en valeur d'environ 35 000 hectares de ZAC. Les ZAC, ce sont des zones d'aménagement agricole planifiées. Et aussi grâce à l'acquisition de tracteurs mis à la disposition de nos agriculteurs. La mobilisation et la vente à prix subventionné d'engrais couvrant la totalité des besoins annuels. La distribution à prix subventionné de kits d'irrigation. De plus, 2 centres régionaux de mécanisation agricole sont en cours de construction à Tidjao et à Toré, avec l'objectif d'en créer un par région. Environ 25 milliards de francs CFA ont été mobilisés
au profit des producteurs et agrégateurs à travers des mécanismes d'agriculture contractuelle, de subventions directes et de crédits bancaires. Les échanges avec les producteurs et consommateurs de produits agricoles sont redynamisés à travers l'approche innovante du Forum des agriculteurs du Togo, ce forum qui s'est tenu dans toutes les régions avec l'implication personnelle du chef de l'État. Ceci a permis de relever des défis pressants et d'identifier des pistes de solutions endogènes. Une agence de transformation agricole a été mise en place afin de doter le secteur d'un outil plus efficace d'implémentation des orientations et des décisions. Nous intensifions notre agriculture en intégrant davantage dans la chaîne de valeur de la transformation. Notre objectif, il est clair: consommer et transformer ce que nous produisons afin d'accroître les revenus des producteurs agricoles. En droite ligne avec son ambition de dynamiser la création d'emplois à travers les industries transformatrices, le gouvernement, en partenariat avec le secteur privé, a développé la plateforme industrielle agricole PIA. À ce jour, elle couvre une superficie totale de 410 hectares et compte plus d'une vingtaine d'unités industrielles installées ou en cours d'installation, avec un focus sur l'agro-industrie et la logistique. Au total, les investissements réalisés par les entreprises agréées en zone franche et au cours des investissements se chiffrent depuis 2020 à 346 milliards de francs CFA, avec environ 5500 emplois qui sont créés. Honorables députés, mesdames et messieurs, la position de hub logistique de notre pays articule les offres de services dans les secteurs portuaires, aéroportuaires et routiers. L'aéroport de Lomé est aujourd'hui l'un des plus importants en Afrique de l'Ouest, avec un trafic de 1 350 000 passagers par an pour une trentaine de destinations. Nous avons renforcé le partenariat avec la compagnie Askai en augmentant la participation de l'État au capital pour soutenir le développement de cette compagnie et préserver les emplois pour nos jeunes Togolais en développant des programmes de formation dans le domaine aéronautique. Le secteur portuaire continue d'être une fierté et affiche des niveaux de performance et de sécurité permettant au port de Lomé d'être parmi les meilleurs sur le continent. Plus précisément, sur le continent, nous sommes en 5e position et en Afrique subsaharienne, nous sommes les premiers. En effet, le tonnage manutentionné est passé entre 2020 et 2023 de 27 à 30 millions de tonnes et le temps d'attente des navires en rade est passé de 43 heures à 10 heures. La construction d'un port sec sur la plateforme industrielle agricole et a également contribué à désengorger le port, offrant une capacité supplémentaire pour le traitement des conteneurs et des véhicules. Dans le but d'optimiser la performance du corridor sud-nord, notre pays c'est un corridor du sud au nord, de nouveaux projets d'infrastructures routières ont été lancés et une attention particulière a été accordée à certains chantiers qui étaient à l'arrêt. Ainsi, depuis 2020, 828 km de routes nationales ont été construites et réhabilitées pour un investissement global d'environ 742,6 milliards de francs CFA. Le désenclavement est à la fois un facteur d'inclusion et de création de richesse. C'est pourquoi un département ministériel a été érigé depuis 2020 pour accorder une attention particulière au désenclavement de nos localités, en ciblant prioritairement les zones de production agricole et les infrastructures socio-économiques. En moins de 4 ans, 4200 km de pistes rurales sont réalisées sur plus de 9000 km engagés. Par ailleurs, la réalisation de plus d'une centaine de grands ouvrages de franchissement, dont 21 grands ponts modulaires mixtes à 6 béton
viennent renforcer le réseau de pistes rurales existant. Cela est en cours. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, le choix a été fait de mettre le digital au cœur de la feuille de route gouvernementale. Ainsi, en ce qui concerne la SPAC, nous avons fait de la digitalisation un levier majeur pour la modernisation de notre administration, en œuvrant au renforcement du lien entre les usagers et les services publics. Nous avons déjà digitalisé plus d'une vingtaine de processus administratifs de la vie quotidienne des populations, entre autres la demande de casier judiciaire, du passeport, du certificat de nationalité, du permis de construire, etc. La mobilisation des opérateurs privés et la mise en service du cadre sous-marin et piano permettent aussi de renforcer la connectivité de notre pays. Nous avons procédé à la réforme du Code du travail et adopté le projet de loi portant statut général de la fonction publique afin de moderniser la réglementation du travail et rendre nos administrations, si bien publiques que privées, plus compétitives. Par ailleurs, le programme présidentiel d'excellence et le programme d'excellence pour les femmes en Afrique, les FAP, permettent de mobiliser, de former et de mettre à la disposition de nos administrations les jeunes diplômés. Ces 3 dernières années, nous avons renforcé également le cadre juridique de notre décentralisation avec l'adoption de nouvelles lois. La tenue des élections régionales constitue le dernier palier de l'architecture de notre décentralisation territoriale. Pour soutenir ce processus, le Fonds d'appui aux collectivités territoriales FACT a injecté environ 32 milliards de francs CFA. L'Agence nationale de formation des collectivités territoriales a été créée et a déjà démarré la formation des acteurs locaux. En outre, une base de données géoréférencées des infrastructures socio-économiques existantes dans les différentes communes a été mise en place et une vingtaine de bâtiments administratifs devant abriter les mairies ont été construits. Enfin, face au dérèglement climatique et à ses impacts, nous avons amorcé la réforme de la législation environnementale pour optimiser le cadre réglementaire de gestion durable de l'environnement. Parallèlement, les actions de préservation de l'environnement ont été renforcées, notamment avec la mise en terre d'environnement d'environ 19,5 millions de plants, couvrant plus de 28 000 hectares et la restauration de 1,5 million d'hectares d'écosystèmes dégradés. Dans l'optique de réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous avons favorisé l'introduction de véhicules électriques. Aujourd'hui, 6% de notre parc est constitué de véhicules électriques. Nous avions perdu sur 3%, mais nous avons quasiment doublé cela. Nous avons également renforcé la protection de nos zones côtières. La proportion de côtes protégées au front d'érosion est passée de 44% à 60%. Le dispositif de gestion des catastrophes naturelles a régulièrement fonctionné et a permis de mitiger les risques, notamment face aux inondations. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, le Togo est aujourd'hui un pays respecté et écouté, grâce en particulier à l'action diplomatique du chef de l'État, dont le leadership pragmatique est reconnu au-delà de nos frontières. Le rôle qu'il joue pour l'amélioration des relations entre États en est une parfaite illustration. La capitale togolaise a retrouvé sa place de guide d'accueil des grandes conférences internationales et des rencontres stratégiques de haut niveau. Nous avons connu 2 éditions successives d'Africa Financial Industry Summit, la semaine africaine de la microfinance, le Peace and Security Forum, etc. Je ne cite que ces conférences-là. L'adhésion de notre pays au Commonwealth
est une illustration de la confiance que le Togo inspire et de notre stratégie de diversification des partenariats. L'éligibilité de notre pays au programme Compact de Millennium Challenge Corporation, aussi, les États-Unis d'Amérique, le démarrage d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire international, l'augmentation considérable des ressources financières de la Banque mondiale, ces ressources ont plus que triplé entre 2020 et 2024. Tout cela, c'est le résultat de la constance des réformes économiques et sociales courageusement engagées depuis plusieurs années. Je voudrais, à ce stade, saluer la mobilisation à nos côtés des partenaires techniques et financiers et du secteur privé, tant national qu'international. Leur engagement continu, en particulier en termes de volume d'investissement, est une marque de confiance. Aussi, l'amélioration du climat des affaires, les concertations périodiques avec le secteur privé, et le renforcement du partenariat avec les acteurs économiques demeurent-ils des leviers majeurs pour libérer le potentiel économique de notre pays. Je salue également les acteurs politiques réunis au sein du cadre permanent de concertation CPC, qui ont travaillé non seulement sur les questions politiques, mais aussi sur les sujets d'actualité socio-économique pour contribuer au débat sur les politiques de développement. Ce cadre a permis d'opérer des réformes importantes, notamment la charte des partis politiques, le réaménagement du cadre électoral, l'augmentation du nombre de députés. Ensemble, nous avons pu enregistrer des avancées. Mais nous devons considérer l'état des lieux que nous venons de partager avec vous comme un appel à l'humilité et à la mobilisation. Toutes ces avancées notables doivent être consolidées pour véritablement créer des effets de levier pour l'émergence de notre pays. La mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale fait face toutefois à quelques défis majeurs qu'il est important de mentionner ici. Il s'agit de l'exécution optimale des projets pour plus d'impact sur nos populations. Il s'agit de renforcement des capacités des différents acteurs. Quand je parle d'acteurs, c'est aussi bien public que privé. Renforcement des capacités des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets, donc autant de l'administration publique que du secteur public. Il s'agit enfin de la nécessité de mobiliser plus de ressources pour accélérer la mise en œuvre des différents projets. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, les actions que nous avons menées, pour importantes qu'elles soient, méritent d'être mises en perspective par rapport aux aspirations des populations, aspirations exprimées notamment lors des dernières élections. Plus qu'un exercice électoral, les élections du 29 avril 2024 sont éloquentes d'expression, d'orientation, de détermination et d'une réelle adhésion populaire au changement. La forte majorité parlementaire qui s'avait dégagée est autant une adhésion en faveur de la nouvelle réforme constitutionnelle, une appréciation favorable de la politique conduite sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le message reçu de nos populations est clair et ne peut être ignoré. Nos populations ambitionnent de se consacrer pleinement aux actions qui les impliquent et qui impactent leur quotidien. Nous avons entendu leur satisfaction et leur approbation de la politique d'inclusion et d'harmonie sociale, de prospérité économique, de création d'emplois, de revenance des activités économiques post-Covid, de sécurité, de paix, de modernisation des structures de l'État. Mais nous avons également entendu leurs diverses et légitimes demandes, notamment la nécessité d'accélérer le rythme des réformes, d'améliorer les services publics, de poursuivre et d'intensifier des actions d'inclusion, de cohésion sociale et de création d'emplois, de trouver des solutions aux questions foncières, aux questions
relative à la transhumance, d'assurer une justice impartiale, efficace, rapprochée des justiciables, ainsi qu'une plus grande présence de l'État. Voilà les messages reçus des populations. Aussi est-il nécessaire de continuer à apporter et à accélérer des réponses à ces attentes fortes. D'abord dans le cadre de l'achèvement de la feuille de route gouvernementale 2025, mais puis dans la formulation de stratégies futures de développement qui devront nécessairement prendre en compte le contexte nouveau et s'y avenir. 5 lignes directrices continueront de mobiliser la nouvelle équipe gouvernementale. La sécurité, la stabilité et la paix, pour permettre à tout citoyen, où qu'il soit sur le territoire national, de vaquer dans la quiétude à ses occupations quotidiennes. La satisfaction des besoins sociaux de base, tels que les soins de santé de qualité accessibles à tous, l'éducation pour tous et de qualité, l'eau potable, l'électricité accessible à tous, l'emploi des jeunes, l'accessibilité aux incoms, au crédit, au marché pour nos agriculteurs, tout en poursuivant la réforme foncière et une meilleure réglementation de la transhumance. Et enfin, la modernisation de la vie publique avec une plus grande redevabilité. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, en réponse aux besoins d'accélération des réformes économiques et sociales engagées et pour l'achèvement de la feuille de route gouvernementale 2025, nous poursuivrons les chantiers que nous avons entamés avec un accent plus renforcé sur le développement humain, la protection sociale et l'insertion professionnelle. Le gouvernement continuera de déployer le programme d'urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés de Kurdes. Une attention particulière sera toujours accordée aux questions sécuritaires et de défense. La digitalisation de la vie socio-économique continuera d'être un levier accélérateur de nos actions. Le projet d'identification biométrique des personnes physiques et la mise en place du registre social des personnes et des ménages seront poursuivis parce qu'il nous faut vraiment un meilleur ciblage des populations pour une bonne prise en charge et la digitalisation des processus administratifs sera également poursuivi. Le programme de construction, réhabilitation des formations sanitaires et de renforcement du plateau technique sera poursuivi. Il sera couplé avec l'extension progressive de l'assurance maladie universelle. Le gouvernement s'attellera dans ce sens à construire et à équiper environ 80 nouvelles formations sanitaires qui vont s'ajouter aux 200 déjà terminées et à achever la construction des hôpitaux mères et enfants. D'ici la fin de cette année, nous allons sélectionner les 5 hôpitaux mères et enfants. L'école et l'apprentissage restent notre priorité pour l'avenir de notre jeunesse avec des progrès à consolider. Nous allons nous attacher à la poursuite des chantiers en cours, notamment la construction des salles de classe additionnelles, des infrastructures universitaires, ainsi que 2 IFAD supplémentaires sur les métiers de l'élevage et de l'aquaculture, respectivement à Victorine et à Gorminoso. Les recrutements et la formation des enseignants et les professionnels de santé se poursuivront dans les 2 secteurs, l'éducation et santé, avec une attention particulière sur l'amélioration constante de la qualité des services. Dans le but de renforcer l'insertion professionnelle des jeunes et de révéler leur potentiel, une réorganisation institutionnelle est faite pour travailler à l'optimisation des dispositifs d'accompagnement existants et surtout y intégrer des approches innovantes. Le gouvernement salue la résilience des jeunes entrepreneurs en cette période difficile. Il est conscient de la nécessité d'accompagner l'écosystème dans sa croissance et sa consolidation afin de créer des champions nationaux. Et cela passera forcément par la réforme des moyens de financement. L'inclusion financière à travers le Fonds national de la finance inclusive, le FNFI, et les programmes de filets sociaux de protection sociale se poursuivront
seront amplifiées pour renforcer la résilience des ménages. Dans le secteur de l'eau, nous veillerons à accélérer l'exécution des projets d'alimentation en eau potable des centres urbains, semi-urbains, ruraux, en vue d'améliorer la desserte en eau potable, tout en améliorant la qualité des ouvrages et en respectant les délais. Il en est de même dans le secteur de l'assainissement avec l'aménagement des bassins de rétention d'eau. S'agissant du secteur de l'énergie, malgré les efforts fournis ces dernières années, le déficit et la dépendance restent une réalité dans notre pays. Le gouvernement travaillera à augmenter notre capacité de production en intégrant des approches innovantes et en diversifiant nos sources d'approvisionnement pour garantir un meilleur accès à une électricité de qualité afin de répondre aux besoins croissants. Donc, la gouvernance du secteur sera l'objet d'une attention particulière. Des projets tels que ceux de la construction des centrales solaires et des lignes de transmission seront accélérés, de même que l'élargissement du fonds TINGA. Pour renforcer nos résultats économiques, nous visons à consolider les performances de l'agriculture, qui est un levier clé de la transformation industrielle de notre pays. Un accent particulier sera mis sur le développement rural en renforçant la synergie entre l'hydraulique villageoise, les aménagements hydro-agricoles et les enjeux agro-fonciers. Le gouvernement poursuivra les actions visant la transformation de ce secteur avec les arbres, les agropoles, la mécanisation, la disponibilité des engrais et le FOPAT, en associant également davantage le secteur privé, pour que nous puissions ensemble relever le défi d'une agriculture moderne et performante. Par ailleurs, un département est dédié à la gestion des ressources halieutiques et animales, ainsi qu'à la réglementation de ce épineux problème qu'est la transhumance. Le chantier de la réforme foncière sera poursuivi avec pragmatisme et détermination dans le but de sécuriser pour les grands projets structurants le foncier, sécuriser le foncier dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et de l'habitat. Les travaux pour l'implantation des zones d'habitat planifiées seront également accélérés, notamment la viabilisation du site de la ville nouvelle de Corée-d'Allah. En vue de conforter la position stratégique de l'œuvre logistique de notre pays dans la sous-région, les grands chantiers de modernisation des infrastructures routières, aériennes et portuaires se poursuivront et un accent particulier sera mis sur la fluidité et la qualité des services. Oui, les infrastructures, mais nous devons vraiment faire l'effort sur l'aspect de la qualité des services. Le secteur privé, créateur de richesses et d'emplois, restera au cœur de nos ambitions de transformation économique. L'État stratège conservant dans ce partenariat un rôle de facilitateur. En ce sens, nous poursuivrons les réformes nécessaires pour l'attractivité de notre pays, le réarmement civique de la jeunesse et la modernisation des structures de l'État. Enfin, nous mettrons l'accent sur le renforcement de la coordination intersectorielle, éviter les silos. L'objectif, il est unique. Donc, nous allons ne pas renforcer la coordination intersectorielle. Le suivi efficient de l'exécution des projets et une présence plus renforcée, plus soutenue sur le terrain. L'assurance de la satisfaction des besoins de population au dernier kilomètre. On fait un forage, on s'assure qu'un forage est vraiment fonctionnel pour que la population puisse effectivement bénéficier de l'eau. L'amélioration des performances dans la mobilisation des ressources et des partenariats. Nous proposerons un collectif budgétaire qui prendra en compte les ajustements nécessaires et à l'accélération de la mise en œuvre de notre feuille de route. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, la Constitution de la Ve République, qui institue un système parlementaire, est un gage d'une plus grande stabilité institutionnelle et politique favorable à l'éclosion accélérée des actions de développement. Le gouvernement a conscience qu'une réforme d'une telle ampleur a un besoin
constant d'explication et de compréhension des nouveaux mécanismes institutionnels. Pour ce faire, les actions de sensibilisation d'échange sur la nouvelle constitution seront intensifiées. Des forums d'échange spécifiques seront organisés sur des thématiques telles que la justice, le civisme, le rôle des différentes institutions constitutionnelles et leur interaction, etc. Je voudrais d'ores et déjà saluer l'initiative de l'Assemblée nationale qui a saisi l'occasion de l'intercession pour engager des tournées de sensibilisation et d'échange avec les populations à travers le pays. Honorables députés, je vous demande de vous applaudir pour cette belle initiative. Conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution, la mise en place des nouvelles institutions de la Ve République sera achevée dans un délai maximum de 12 mois à compter de la date de promulgation de la Constitution. Permettez-moi de rappeler ici qu'après la mise en place du Sénat, interviendront l'entrée en fonction du président du Conseil, ainsi que l'élection et l'entrée en fonction du président de la République. Le gouvernement s'attellera également à poser les bases pour la mise en place des autres institutions constitutionnelles, en l'occurrence la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil économique et social, le protecteur du citoyen, etc. En collaboration étroite avec le Parlement, ce processus sera conduit de manière inclusive, transparente et avec l'engagement de tous. C'est le lieu de réaffirmer solennellement l'engagement du gouvernement à renforcer le climat de confiance, le dialogue et l'ouverture, que de notre cohésion sociale, ainsi que la stabilité et la sécurité dont notre pays a besoin pour poursuivre sa marche vers le gouvernement. Et conformément à la vision du champ d'excellence M. Forrest Nassingé, président de la République, nous continuerons de mobiliser toutes les énergies autour des priorités nationales pour le bien-être des populations et le renforcement de l'état de droit. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, aujourd'hui, fort de nos acquis politiques, économiques et sociaux, nous amorçons une nouvelle étape décisive pour notre pays. C'est ensemble, dans notre diversité, que nous allons écrire cette nouvelle page de notre destin commun. C'est pourquoi l'ensemble du gouvernement sollicite votre suffrage et votre adhésion au programme d'action que je viens de vous présenter pour faire face aux défis qui nous attendent et que nous devons relever dans l'intérêt de nos populations. Je demeure donc rassurée et confiante qu'ensemble et avec votre soutien constant, nous atteindrons les résultats escomptés pour la construction d'un Togo fort, uni et prospère. Que Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.